Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mardi 18 avril. Violence la nuit dernière, tension toujours très forte à Lille dans les quartiers sud entre jeunes et police de proximité depuis la mort d'un homme de 25 ans tué par un policier. Le budget moyen d'un automobiliste français est en baisse légère. Malgré la flambée du prix des carburants et les taxes, les voitures sont cependant beaucoup mieux équipées. Reportage de nos envoyés spéciaux en Éthiopie, dans les hauts plateaux. Les effets de la famine sont moins grands, mais la guerre avec l'Érythrée est aussi une priorité éthiopienne. Le groupe Total fait de l'intimidation sur les communes qui ont porté plainte après la marée noire. Elles ne bénéficieront pas de son aide pour le nettoyage. 5e joueuse française dans le classement mondial de tennis, Nathalie Tauzier raconte son univers et se raconte dans un livre parfois dérangeant, Les dessous du tennis féminin. Nathalie Tauzier qui est notre invitée que nous trouverons à la fin de cette édition. On est loin de l'apaisement dans les quartiers sud de Lille depuis la mort d'un jeune homme de 25 ans tué d'une balle dans la nuque par un policier dans la nuit de samedi à dimanche. La nuit dernière, plusieurs dizaines de jeunes ont été interpellés après des violences et l'incendie de 16 véhicules. La mise en détention du policier n'a pas calmé les esprits, pas plus que les déclarations d'émotion des élus politiques ou les appels destinés à faire baisser la tension venus de la famille, de la victime ou du recteur de la mosquée de Lille. Dans ce climat extrêmement difficile, il faut aussi entendre la voix de la compagne du policier meurtrier. Elle parle de lui, de l'enchaînement dramatique des faits. À Lille, reportage d'Agnès Varamian, Marianne Masse, Dominique Masse et Patrick Desmully. Si la jeune femme du policier souhaite témoigner, c'est pour son mari, mais aussi pour le jeune Riyad, dit-elle, parce qu'elle veut dire sa détresse. Le garçon qui est mort, il ne le méritait pas, d'accord. Mais c'est pas un meurtrier, mon mari n'est pas un meurtrier. On s'entend. C'est un métier difficile. Il est calme. C'est quelqu'un qui est calme, qui maîtrise les difficultés de la vie de tous les jours. Donc dans son travail, il était comme ça, oui. Sa femme ne l'a pas encore vu en prison. Elle n'a pas d'explication de son geste. Mais à l'évidence, l'incarcération et la mise en examen pour meurtre n'ont pas empêché la logique d'affrontement nocturne. Pour Salah Badawi, les nuits sont courtes aussi. En ce moment, il n'a pas la tête à son travail d'animateur sportif. Il y a 3 semaines, son frère a été arrêté, accusé d'avoir frappé avec d'autres du quartier un policier lors d'une interpellation musclée. Depuis, toute intervention policière est vécue comme une agression. Ils font tout pour chauffer les jeunes, ils multiplient les contrôles. Les jeunes, récemment, ils ont attrapé un jeune, ils lui ont mis le pistolet dans la bouche. Je sais pas, ça y est là, ils sont... Je sais pas moi ce qui se passe, je sais pas ce qu'ils ont. Ils croient qu'on est aux États-Unis, je sais pas ce qu'ils veulent. Ils veulent que ça tire à balles réelles, je sais pas moi, je sais pas ce qu'ils veulent. Depuis cet incident, une pétition, un tract anonyme a circulé dans la cité. C'était un appel, disent les jeunes, mais très virulent contre les fonctionnaires, témoin aussi d'une volonté de repli communautaire. Depuis 6 mois, l'île Sud était un site pilote pour la police de proximité. Qu'en reste-t-il? Les associations sont prêtes pourtant à rester partenaires. En 10 secondes, il y a cassé un bel élan qui avait été fait par la police de proximité, parce que j'y crois. Moi, je tiens un club de boxe français, j'ai des jeunes qui sont rentrés comme ADS, comme policiers. Je les oriente sur la police, justement pour faire ce mélange. À l'île Sud, les associations, la mairie et les bonnes volontés ne veulent pas baisser les bras, même s'ils savent que la politique de la ville a atteint là ses limites. Dès dimanche, Martine Aubry, premier adjoint de la mairie de Lille, faisait part de son émotion énorme. On attendait Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur. Celui-ci a écrit à la famille. Il a qualifié aujourd'hui ce qui s'est passé de drame affreux et consternant. Le premier mouvement a été d'écrire à la famille. Car je mesure ce qu'est la perte d'un enfant pour un père et une mère. Et c'est à eux que j'ai pensé. Je ne sais pas s'il s'agit d'un réflexe de panique au cœur de la nuit ou d'un geste prémédité qui résulterait d'un climat de tension qui a été allégué par certains. Je dois dire que je n'ai pas observé cette tension quand je me suis rendu dans ce quartier précisément. Déclaration de Jean-Pierre Chevènement faite à l'occasion d'une réunion aujourd'hui à Paris visant à faire le point sur la police de proximité et la réforme de la police urbaine à Paris, entreprise depuis 1 an. Cette police de proximité avait 2 objectifs, mieux écouter le public et faire baisser la délinquance. Le bilan provisoire est mitigé, comme ont pu le constater Joël Bruyandet et Éric Delagneau, en accompagnant des policiers du 18e arrondissement de Paris.
police secours. Pour cette patrouille, la mise en place de la police de proximité n'a pas radicalement changé la mission. Au quotidien, ces policiers répondent aux appels du 17. Cette fois, il s'agit d'un différend familial. Il vous a frappé là? Vous avez des marques? Vous êtes blessé? J'ai mal à la nuque, mais... D'accord. La différence, c'est du côté du public qu'on la trouve. En fait, les plaintes sont mieux traitées. Il y a un meilleur suivi. Donc là, cette dame, on l'emmène au service 18. Ils vont prendre sa plainte. Il va y avoir une enquête qui, je pense, va être assez rapide vu que c'est une plainte contre personne dénommée. Ça va être contre son concubin. Ça fait 2 ans qu'elle vit avec. Et nous, de notre côté, au niveau service général, on connaîtra les résultats de cette affaire, alors qu'avant, on ne les connaissait jamais. Ça, ce sont des violences... Depuis 1 an, les Parisiens peuvent déposer plainte 24 heures sur 24 dans chaque commissariat d'arrondissement. Même si l'attente reste parfois un peu longue, les conditions d'accueil du public ont été sensiblement améliorées. En revanche, la réforme de la préfecture de police pose plus de problèmes au niveau des effectifs. Pour assurer une présence accrue sur le terrain et tenter de faire reculer la délinquance, les syndicats de police réclament des renforts. Par ailleurs, ils souhaitent un meilleur encadrement des emplois jeunes de la police. On pourrait avoir des conséquences graves, puisqu'on laisse des jeunes adjoints de sécurité, ce sont des jeunes recrutés sur 5 ans, seuls sur la voie publique. Et la loi nous impose, en tout cas les décrets nous imposent, lors du recrutement, on doit les encadrer par des vrais policiers, des professionnels de la sécurité. Alors ce n'est pas le cas aujourd'hui, et on n'est pas à l'abri d'un incident, bien sûr, bien sûr. Comme celui qu'on a pu voir à Lille Comme celui qu'on a pu voir, ou d'autres, ça peut arriver. Difficile 1 an après d'obtenir des statistiques précises sur Paris. Un chiffre pourtant, les délits de voie publique sont en baisse de 6% pour le premier trimestre de l'année 2000. Et pour confirmer ce travail de police de proximité, selon un sondage réalisé par l'IFOP pour la préfecture de police de Paris, 85% des Parisiens se sentent en sécurité dans la capitale, contre 79% il y a 2 ans. Et puis on a appris que le jeune homme qui a été tué à Lille, donc dans la nuit de samedi à dimanche, sera inhumé jeudi en Algérie. Dans les Bouches-du-Rhône, des agents de la recette des douanes du port de Fos-sur-Mer viennent de saisir 7,5 tonnes de cigarettes de contrebande. Cette saisie douanière confirme une contrebande de tabac de plus en plus importante en France et en Europe. Loïc Delamornay et Gérard Gallian ont constaté sur le terrain, y compris auprès de certains revendeurs à Marseille, qu'il ne s'agit pas seulement d'un transit, mais d'une circulation sur l'ensemble du territoire. N'essayez pas d'identifier la marque, vous ne la connaissez pas. Ces mondes internationaux et ces élites gold constituent un joli coup de filet pour les douaniers de Fos-sur-Mer. 7,5 tonnes de cigarettes de contrebande, l'équivalent de 280 000 paquets. Origine, un navire en provenance de Dubaï et à destination de Marseille, porte d'entrée des trafics en tout genre sur le marché européen. Je crois qu'il y a effectivement une recrudescence depuis une dizaine d'années dans le trafic de contrebande de cigarettes, parce que c'est un trafic qui est très rémunérateur et qui a pour origine un investissement très fort des mafias des pays de l'Est dans ce type de trafic. Malgré la vigilance des douanes, la lutte contre ce trafic reste difficile. 3 filières de contrebande alimentent les ports français. Certaines cargaisons sont acheminées directement des pays asiatiques qui sont les pays producteurs. D'autres transitent par les ports de la mer Noire, base d'expédition des mafias de l'Est. Reste le Maghreb, une véritable ligne directe de la contrebande. À leur arrivée, des containers de la marine marchande sont chargés sur des camions. L'écoulement s'effectuera par voie terrestre. La douane assure que ce tabac n'est qu'en transit en France. Mais sur le terrain, la réalité est différente. Les buralistes le savent bien, eux qui perdent jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires. C'est un problème qui s'accentue de plus en plus avec l'augmentation du prix des cigarettes. Dès qu'un prix des cigarettes augmente, automatiquement on a une recrudescence de cette contrebande. Il suffit de descendre dans les rues du centre-ville. Cet homme écoule tranquillement des cigarettes de contrebande. Pour lui, un petit trafic comme un autre est pénalement beaucoup moins risqué que la drogue. Le Marlboro à 15 et celle-là à 10. 10 francs. Et c'est des cigarettes qui viennent d'où? De l'Algérie, Tunis. Aujourd'hui, il n'y a plus de Marlboro, mais notre revendeur rassure ses clients. Demain soir, un bateau arrive d'Alger. Le budget de l'automobiliste français est en baisse légère de 0,6% en 1999, c'est ce que révèle une enquête publiée par l'Automobile Club qui chiffre à 38 481 francs en moyenne le coût d'une automobile. Alors il faut savoir que pour les besoins de l'enquête, on a pris comme base de calcul un véhicule type Clio, la plus vendue l'année dernière. Cela équivaut, comme vous le voyez, à 3 206 francs par mois. Première observation, cette baisse est trompeuse car le prix des carburants pendant ce temps-là a flambé. Demain, Laurent Fabius d'ailleurs rencontrera les pétroliers à ce sujet. Pour compenser cette hausse pétrolière et expliquer la baisse globale du coût de la voiture en France, une seule explication, les véhicules sont beaucoup mieux équipés qu'avant et à coût constant.
Enquête Luc Bazizin, Frédéric Delerue. En 5 ans, les voitures françaises ont vu leur visage transformé, leur contenu et leur prix aussi. Les options d'hier ont souvent mué en équipement de série d'aujourd'hui. Résultat, une Clio neuve coûte à présent à peu près le même prix que son ancêtre d'il y a 5 ans. Mais à équipement égal, la voiture actuelle coûte 25% moins cher. Même différence chez Peugeot en comparant la 205 et la 206. Mais comment est-ce devenu possible ? Ici, par exemple, ces hommes sont employés par un équipementier et pourtant, ils produisent sur le site industriel du constructeur. Toutes les minutes, une commande de pièces arrive. Une fois assemblée, celle-ci part sur ce petit train pour l'usine à 100 mètres de là. Avantage pour le constructeur, plus de frais de transport, plus d'attente et donc plus de stock à gérer. Autre idée, faire fabriquer une même pièce au fournisseur pour plusieurs modèles d'une même marque, ce qui permet au constructeur de négocier les prix au plus serré. L'ordre de grandeur de baisse des coûts dans ces configurations-là, c'est de l'ordre du tiers. Quelquefois, sur certains composants, on peut arriver jusqu'à 50% de baisse si on passe à une standardisation en tirant sur la ficelle de tous les coûts induits. Nous sommes cette fois à la direction des prix de chez Peugeot. C'est ici que se décident les nouveaux tarifs des voitures appliqués partout dans le monde. On a fini notre repositionnement au Danemark finalement. Oui, c'est en bonne voie. Aujourd'hui, on a décidé de déterminer nos prix sur la base des prix de marché. On se fixe une cible, on compare cette cible, par exemple dans notre cas concret c'était la Clio, avec la 206 et c'est cet acte-là qui détermine finalement notre positionnement de prix. La concurrence dicte sa loi. Les voitures françaises se trouvent donc maintenant aussi bien équipées et pas plus chères que les véhicules étrangers. Mais tout cela a un prix. Il faut aujourd'hui moins de salariés pour fabriquer plus de voitures. La productivité a augmenté de plus de 40% en 5 ans. Pour la viande de bœuf, l'étiquetage sera obligatoire en 2 temps d'ici le 1er janvier 2002. C'est une décision des ministres européens de l'Agriculture. L'étiquetage comprendra la mention du lieu de l'abattage de l'animal, mais également dans un second temps le pays où est né l'animal et le pays où il a été engraissé. Commentaire Elisabeth Esley avec Jean-François Chevet. Jusqu'à présent, avec ses congénères belges et finlandais, le bœuf français était le seul à devoir obligatoirement afficher son identité depuis 1997. Pour pouvoir arborer ce logo, la bête doit être née, puis avoir été élevée et abattue dans notre pays. 3 ans plus tard, toute l'Europe s'y met. En septembre prochain, les bovins de toute nationalité devront faire connaître leur lieu d'abattage, puis à partir du 1er janvier 2002, en plus du lieu d'abattage, le pays où ils sont nés et où ils ont été élevés. La mention origine communautaire trop floue a été écartée. Les étiquettes vont être chargées. Dans le cas où un animal est né en Belgique, élevé en Allemagne et abattu en France, il y aura effectivement probablement une demande d'information qui sera de mettre les 3 pays concernés. Nous ferons très attention à ce qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit du consommateur entre le lieu d'abattage d'un animal et l'origine. La nouvelle réglementation est plus stricte que celle prévue initialement et elle va s'appliquer plus vite. Quant à la viande hachée, que la Commission européenne ne voulait pas loger à la même enseigne, elle sera finalement étiquetée comme la viande en morceaux, même si c'est plus compliqué, parce qu'il s'agit de préparation à partir de plusieurs bêtes pouvant provenir de pays différents. C'est techniquement beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, mais aujourd'hui on a une informatique qui nous permet de le faire dans des délais et dans un degré de précision tout aussi fiable que pour les beefsteaks ou les entrecôtes qui sont vendus dans les étals. En France, on n'achète que 20% de viande étrangère et toujours pas de bœuf britannique. Le nouvel étiquetage n'y changera rien. Le gouvernement français maintient l'embargo car il estime toujours que la viande anglaise n'est pas parfaitement sûre. Au Kosovo, première mission d'envergure de l'Eurocorps. L'Eurocorps créé en 1992. L'Eurocorps est composé d'officiers de 5 pays, Allemagne, Espagne, Belgique, Luxembourg et France. C'est un général espagnol, Juan Ortuno, qui le commandera pendant 6 mois. C'est la première fois qu'une force de paix de l'OTAN est dirigée par un tel état-major. Après 18 mois de présence au pouvoir en Italie, Massimo D'Alema renonce donc à diriger le gouvernement après sa défaite électorale aux élections régionales ex-communistes. Massimo D'Alema a rencontré hier le président italien Ciampi et affirmé, avant de se présenter devant le Parlement à Rome demain, que sa démission était irrévocable. Correspondance Isabelle Stess, Enrico Molinari. Buonasera.
En présentant sa démission hier soir, Massimo D'Alema tire les conséquences d'un échec personnel. Après 18 mois de pouvoir, un des records de longévité en Italie, le président du Conseil, premier ex-communiste à diriger un gouvernement d'Europe occidentale, avait fait de ces élections régionales un test national en s'engageant dans un duel avec le chef de l'opposition, Silvio Berlusconi. Massimo D'Alema avait remplacé Romano Prodi en 1998. Habile politicien, son bilan économique est plutôt encourageant, mais on lui reproche son manque de projet politique. Même au sein de son propre camp, il n'apparaît plus désormais comme le leader capable de conduire la gauche aux élections législatives l'année prochaine. Face à une droite et à son chef, Silvio Berlusconi, qui gouverne désormais toutes les régions les plus riches et les plus peuplées du nord du pays et qui demande des élections anticipées. Certainement, on veut les élections. Je crois que c'est le moment. Il faut respecter la démocratie. En plus, M. D'Alema n'est pas légitimé par des élections. Il a chassé Prodi et il s'est mis à sa place. Donc il n'a aucune légitimation démocratique. C'est ici au Parlement que Massimo D'Alema devrait confirmer demain sa démission sans se soumettre au vote de confiance. Si l'hypothèse d'élections législatives anticipées est peu probable, le président de la République pourrait nommer un gouvernement acceptable pour la droite afin de ne pas compromettre notamment une échéance électorale importante, le référendum le 21 mai sur la réforme du système électoral qui vise à donner plus de stabilité politique à l'Italie. En Éthiopie, la distribution de l'aide internationale destinée à lutter contre les effets d'une famine annoncée provoque aujourd'hui quelques affrontements entre la population et les forces de l'ordre. Cela se passait à Godé, entre la demande de misère et la répression. Nos envoyés spéciaux en Éthiopie, Éric Monnier et Roger Motte, se sont rendus dans le nord du pays, la région des Hauts Plateaux, plutôt moins touchée par la famine, mais c'est pourtant là qu'il y a plus de 16 ans commençait un véritable désastre humain. Sur les hauts plateaux éthiopiens, la pluie est revenue, et avec elle, un peu d'espoir. Mais les paysans savent bien qu'elle n'est qu'une promesse. Promesse d'une récolte enfin satisfaisante dans 2 ou 3 mois, si tout va bien. Pour l'instant, il faut tenir. Et comment faire? Dans le grenier de Bogale Mengisti, il n'y a plus rien. Et l'aide qu'il percevait régulièrement du gouvernement pour joindre les deux bouts s'est brusquement interrompu il y a 2 mois. Pour nourrir une famille de 8 personnes, il a dû vendre un bœuf et envisage sérieusement de se séparer de son unique vache et de son veau. Dans ce dernier sac de sorgho, de quoi vivre jusqu'à la fin du mois, tout au plus. Sa détresse, il la confie à un fonctionnaire local responsable de la sécurité alimentaire, bien impuissant lui aussi, en dépit de sa bonne volonté. Que peut-on faire quand même les réserves d'urgence sont vides? Parmi les nécessiteux qui se pressent un sac à la main après 2 jours de marche, la plupart partiront bredouille. Sur le petit marché de Mealmeda, on trouve bien quelques sacs de céréales qui arrivent de plus en plus loin. Mais nous confirme cette marchande, les prix ont grimpé si haut qu'ils sont hors d'atteinte pour la majorité des paysans. Certes, l'Éthiopie des hauts plateaux ne connaîtra pas cette année de grandes famines type 84-85. Car contrairement aux basses-terres, comme dans l'Ogaden, la plus touchée des régions éthiopiennes, un système de prévention existe et fonctionne bon an mal an ici. Malheureusement, la guerre contre l'Érythrée, qui coûte cher, a considérablement désorganisé ce système. Avec cette nouvelle guerre, les espoirs de voir l'Éthiopie enfin sortir de la pauvreté se sont envolés. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe alterne les regrets et les menaces à l'égard des fermiers blancs, grands propriétaires terriens qu'il qualifie d'ennemis. Un 2e fermier blanc a été tué par balle aujourd'hui au sud-ouest d'Harare, la capitale du Zimbabwe. Diverses tentatives de médiation venues du Nigeria ou de Nelson Mandela notamment seraient en cours pour tenter de résoudre cette crise politique qui couve depuis plusieurs mois. Commentaire Jean-Marc Ilouz. C'est dans cette ferme qu'a été retrouvé cet après-midi le corps criblé de balles du 2e fermier blanc assassiné, un père de 2 enfants. Paysans sans terre, anciens combattants et hommes de main du parti au pouvoir occupaient toujours la ferme du 1er fermier tué samedi par les squatteurs. David Stevens, un blanc, avait choisi la nationalité zimbabwéenne, mais il était surtout membre du nouveau parti de l'opposition qui, il y a 2 mois à peine, avait infligé au président Mugabe, héros révolutionnaire devenu autocrate, sa première défaite politique depuis 20 ans.
Usé politiquement, rendu impopulaire par les ravages de la corruption et la férocité de sa police, Robert Mugabe joue aujourd'hui sur la fibre anticoloniale des anciens combattants et prétend régler par la force une réforme agraire toujours bâclée. Qu'importe les avis contraires de la justice de son pays, son argument devient racial. Les fermiers blancs se comportent comme les ennemis du Zimbabwe, a-t-il expliqué aujourd'hui. Ce n'est pas la vie de cette famille éprouvée. Parents des deux membres de l'opposition brûlés vifs dans leur voiture ce week-end par des partisans du président Mugabe. Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Tout ça pour crever de faim et sans boulot. Et que l'argent aille à l'armée. Mugabe doit partir. Mais pour l'instant, pour les fermiers blancs assiégés, aucune solution d'apaisement ne semble proche au Zimbabwe. Dans le sud de la Serbie, à Niš, 144 Albanais du Kosovo comparaissaient devant le tribunal de la ville accusés d'activités terroristes. Ils avaient été arrêtés l'année dernière pendant les bombardements de l'OTAN à Djakovica. Une vingtaine d'avocats, membres d'associations de droits de l'homme les défendent. On estime qu'il y a environ 1300 Albanais du Kosovo détenus dans les prisons en Serbie. En Israël, la Cour suprême a ordonné la libération de 13 des 15 détenus libanais enlevés ces dernières années par des commandos israéliens au Liban. La Cour suprême israélienne a jugé illégal leur maintien en détention. Un accident de train spectaculaire en Belgique, collision d'un train de marchandises avec un train de voyageurs à Ezo-Prel, dans la périphérie de Charleroi. Un bloc de béton se trouvait sur les rails, le train voyageur a déraillé puis a heurté le train de marchandises. Une vingtaine de personnes ont été blessées, dont 3 grièvement. Le pétrolier Total n'est pas magnanime, pas question d'aider au nettoyage des sites pollués par la marée noire sur les communes qui ont attaqué en justice Total Finas. C'est un comportement révoltant, dénonçait Philippe de Villiers, le président du Conseil général de Vendée. Voyez le reportage sur le littoral atlantique pollué d'Hélène Vergne, Christophe de Valembras et Alain Darigrand. Ils savent qu'ils reviendront demain et ne craignent qu'une chose, d'avoir à tout recommencer. Sur le seul site du Croisic, plus de 300 militaires travaillent encore aujourd'hui à faire disparaître toute trace de la marée noire. C'est dire si au Croisic, on comptait sur l'aide de Total, mais la commune, en attaquant le pétrolier devant la justice, a ruiné tout espoir d'intervention. À l'heure actuelle, l'aide de Total, d'après ce qui s'est dit, on n'a plus rien. Enfin, nous avons encore les militaires sur place qui font un travail exceptionnel, et heureusement qu'ils sont là, mais combien de temps ça va durer, on n'en sait rien. Seules, écœurées, les communes sinistrées accusent Total de revenir sur ses engagements. Pour avoir osé attaquer le groupe pétrolier en justice, les communes en payent le prix et se voient refuser toute aide. Voilà, surpris d'entendre la société Total nous expliquer, vous les maires, les présidents de conseils régionaux ou généraux, si vous vous taisez, vous aurez l'argent de Total, et si vous ne vous taisez pas, si vous nous attaquez, vous n'aurez pas d'argent. Ce sont des méthodes inqualifiables, ça s'appelle acheter les gens, acheter le silence des gens. Mise en accusation, Total se défend aujourd'hui, évoquant un malentendu. Si le groupe rappelle qu'il n'a aucune obligation légale de nettoyer l'ensemble des sites, il affirme sa volonté de rester aux côtés des communes sinistrées. L'objectif, c'est de nettoyer les côtes, l'objectif, c'est de débarrasser au plus vite les stockages intermédiaires et de les mettre dans les stockages lourds pour qu'on puisse traiter la totalité des déchets. Ce discours reste très mal perçu par la plupart des maires. Si au regard de la loi, Total n'est pas responsable, c'est bel et bien son engagement moral qui est aujourd'hui en cause. À Nice, les agents de la Poste en grève depuis le 13 mars persistent et signent. Ils veulent que la direction fasse encore un pas concernant les tournées du samedi. Quelques usagers sont venus protester ce matin devant la Poste centrale de Nice. Reportage Olivier Théron et Hervé Pozzo. Otages. Certains habitants de Nice ne veulent plus être les otages du conflit de la Poste. Ils ont encore manifesté ce matin pour que la grève s'arrête. Ce qui est insupportable, c'est qu'il n'y ait pas un service minimum, que la Poste, enfin dans cette affaire, on voit bien que tout le monde est responsable, y compris d'ailleurs les citoyens qui ont beaucoup tardé à se mobiliser, à part les gens qui sont vraiment pris à la gorge. Moi, ce que je demande depuis maintenant 10 jours, c'est que le secrétaire d'État qui est chargé de la Poste intervienne, qu'il soit lui le propre médiateur puisqu'il est le propriétaire de l'entreprise et qu'il ne laisse pas aujourd'hui et la direction et les salariés dans l'impasse. Mais on est perturbé, on est malade de cette situation-là. Parce qu'on est des préposés, mais on a des amis qui sont justement... Chez les postiers, après 37 jours de grève, on ne sait plus trop bien non plus. Le protocole d'accord accepté par les syndicats a été désavoué par la base et la grève revotée. Le problème, toujours le même, la tournée du samedi,
trop lourdes, surtout à cause du surplus que représentent les plis publicitaires. La surcharge de ces tournées est due à la publicité et à notre sens, ce post-impact, il peut être lissé, c'est-à-dire étalé dans le temps intelligemment par la Poste. À la direction, on reste sur le protocole mis en place avec le médiateur. Un samedi sur 2 de travail, mais l'intégralité du courrier. Aujourd'hui à Nice, il y a simplement 40% du courrier qui est distribué le samedi sur la ville de Nice. Il y a des retards importants les autres jours de la semaine. Il faut absolument aujourd'hui que la nouvelle organisation, les cadences, nous permettent d'arriver au même niveau qu'ailleurs. Il y aurait 800 000 plis en souffrance à Nice et les négociations interrompues hier soir n'ont toujours pas repris. Comme annoncé dès hier, ici même, voici la sélection officielle du 53e Festival de Cannes, qui se tiendra du 10 au 21 mai. Une sélection, vous allez le voir, extrêmement variée, depuis les comédies policières jusqu'au mélodrame, en passant par 2 films dits de sabre. Et dans la sélection française, 4 films, l'on retrouvera notamment Juliette Binoche, Isabelle Huppert et Emmanuel Béard. Commentaire Pascal Deschamps. Un festival, c'est comme une sauce, il faut une recette, un savant dosage et il faut que ça prenne. Au menu de cette édition, l'entrée, c'est Vatel. Nouvelle serviette à Madame de Cour. Vatel, l'histoire du célèbre cuisinier, une ouverture fastueuse en costume avec Depardieu, hors compétition. 4 productions françaises concourront, Code inconnu de Michael Haneke avec Juliette Binoche, 2 adaptations littéraires, d'abord Esther Kahn d'Arnaud Desplechin, puis Les Destinées sentimentales d'Olivier Assayas avec Isabelle Huppert et Emmanuel Béard. Enfin, une surprise, Harry, un ami qui vous veut du bien de Dominique Moll. Une sélection ambitieuse de films d'auteurs. Pour les autres, on retrouvera des réalisateurs habitués, mais jamais palmés, comme l'anglais Ken Loach, le danois Lars von Trier pour Dancer in the Dark, avec Catherine Deneuve, l'israélien Amos Gitaï, qui après Kadosh a tourné Kippour sur la guerre du même nom. En compétition toujours les frères Cohen, les auteurs de Barton Fink ou de Fargo, qui monteront les marches non pas avec Tim Robbins cette année, mais avec George Clooney. Tim Robbins sera lui hors compétition avec Mission to Mars, film très attendu de Brian De Palma. Sur les marches également Kim Basinger ou le japonais Oshima, Mark Wahlberg ou l'iranienne Samira Mokmalbaf, bref, un menu qui mélange les goûts et les saveurs et que vous pouviez découvrir dès cet après-midi sur Internet. En un mot commençant, avant d'être un palmarès, voire une controverse, Cannes c'est une sélection et celle-ci est sur le papier fort alléchante. On a appris cet après-midi le décès de José Garcimore à l'âge de 60 ans. Vous allez revoir ces images, il était très familier des émissions de télévision, il fut très souvent invité dans les années 70 avec sa manière inimitable de jouer les illusionnistes paumés. On le voit ici avec Denise Fabre. C'était un humoriste qui souvent nous désarçonnait. José Garcimore, d'origine portugaise, se produisait régulièrement sur scène, notamment au Caveau de la République à Paris. José Garcimore avait 60 ans. Du sport, de la voile, gros temps pour les concurrents de la Transat Lorient-Saint-Barth. En tête de la course, Jérémy Boyon et Pascal Bidégory. Ils ont essuyé un très fort coup de vent dans le golfe de Gascogne. Alexandre Carra a relevé 7 abandons déjà, dont celui des tenants du titre Bruno Jourdain et Marc Guessard sur Pokémon. Le voici, eux, ils ont abandonné. Du tennis avec la 2e journée du tournoi de Monte-Carlo, élimination de Marcelo Rios par Félix Mantilla et du Brésilien Kuerten, tenant du titre, qualification du Russe Kafelnikov, du Français Arnaud Clément, qui a battu, je crois que c'est ici, Ivan Izevich, et de Julien Bouter, qui a battu Michael Chang. Quant à l'équipe de France féminine qui disputera les rencontres de la Fed Cup à Moscou à partir du 27 avril, elle sera composée d'Amélie Mauresmo, Sandrine Testu, Julie Allard et Nathalie Tauziat. Nathalie Tauziat, classée 5e du classement mondial actuellement, qui place une volée gagnante avec un livre, Les dessous du tennis féminin. Alors avant de l'interroger, Christelle Bertrand retrace un peu du parcours exemplaire de Nathalie Tauziat, parcours qui a emprunté aussi parfois le chemin glamour. Nathalie Tauziat a décidé de se dévoiler, juste pour montrer qui elle est vraiment et pour faire taire ceux qui la trouvent trop timide, trop froide aussi. La trentaine aidant, Nathalie aime surprendre son monde sur pellicule et sur le court. Mature, sereine, sûre d'elle, la Française née à Bangui en République centrafricaine a mis du temps à se révéler. L'année dernière, une victoire devant son public à Paris la hisse jusqu'à la 5e place mondiale, le meilleur classement de sa carrière qui a déjà 20 ans. Tauziat la besogneuse a su que le travail finirait par payer.
Pendant des années, elle a affiné son jeu jusqu'au jour où elle décide de tout changer. Le tennis d'attaque est celui qui lui ressemble le plus. Depuis toujours, elle est suivie par Régis de Camaret. Tous les deux discrets, hors des structures fédérales, vont tout affronter, tout surmonter. Même cette finale perdue à Wimbledon en 98, si difficile à effacer. Aujourd'hui, Nathalie Tauziat profite, sait se faire plaisir. Avec le bénéfice de l'âge, elle révèle sa personnalité pour enfin montrer ce qu'elle a caché toutes ces années. Bonsoir Nathalie Tauziat. Bénéfice de l'âge, quand même jeune encore, hein, 32 ans. Vous vous lâchez dans ce livre. Vous vous lâchez totalement. Est-ce que c'est parce que maintenant vous êtes tranquille, assuré, 5e mondial, donc au fond vous pouvez tout dire? C'est possible, c'est vrai que quand on est au top niveau, on peut, disons qu'on a plus de crédit. Tout ce que je dis dans les livres, c'est ce que j'ai souvent ressenti. Je dis la vérité. Oui, peut-être que je me suis lâchée, oui, c'est vrai. Alors on va énumérer un certain nombre de choses. Vous parlez d'argent. C'est un peu tabou en général. Vous dites ce que vous gagnez, vous publiez le seul, vous avez gagné 2 490 000 francs dans l'année 98, vous donnez tout ça. Vous expliquez que vous êtes obligé de payer un impôt à l'organisation mondiale, une sorte de taxe, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. À chaque fois? À chaque fois, quand je joue à l'étranger, oui, je paye mes impôts à l'étranger aussi. Et vous estimez qu'on devrait mieux rémunérer les petites par rapport aux grandes? Dites que c'est inégal la répartition des sommes dans les tournois. Je trouve que le prize money, oui, comme on dit, est pas très bien réparti. Aujourd'hui, une 100e mondiale, elle est smicarde, quoi. Alors qu'un 100e mondial chez les garçons, ils ont un prize money beaucoup mieux réparti, ils arrivent à vivre du tennis. Voilà, alors vous montrez bien la vraie différence de traitement entre hommes et femmes. Il y a un vrai machisme dans le tennis? Oui, il y en a, oui, c'est vrai, le tennis est un milieu assez macho. Bon, mais c'est comme ça, les garçons encore plus. Nous, on demande, c'est vrai, l'égalité des prix dans les grands chelems, parce qu'aujourd'hui, le tennis féminin a énormément progressé. On peut voir énormément regarder la télévision. Énormément regarder, justement, j'en venais. Les taux d'écoute des finales aujourd'hui dans les grands chelems sont supérieurs à ceux des finales hommes. Donc voilà, on demande à avoir la même chose. Alors vous dites aussi, sans embâche, que la fédération est plutôt machiste. Vous dites ces messieurs de la fédération. Vous avez souvent lutté contre eux. Oui, c'est vrai que j'ai eu des bâtons dans les roues, on peut dire, durant ma carrière. Parce que je n'avais pas choisi le système fédéral, c'est tout. C'est-à-dire parce que vous vouliez vous entraîner avec votre propre coach. Voilà, c'est ça. Et à chaque fois qu'on veut le faire, on est empêché de certaines choses, on ne peut pas évoluer. En tout cas, j'étais empêchée, donc j'ai pas envie que ça arrive aux jeunes qui veulent faire la même chose. Vous dites aussi que passer des garçons aux filles, c'est déchoir. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moins bien d'entraîner des filles? Non, moi personnellement, je pense pas. C'est peut-être un petit peu plus difficile. Enfin, c'est peut-être pas difficile, mais c'est différent. C'est pas la même chose. D'ailleurs, on peut voir que Guy Forget a eu, pour l'instant, plus de difficultés en tant que capitaine chez les filles que chez les garçons. Mais quand je dis que c'est des choix, c'est-à-dire que quand un entraîneur a des difficultés chez les garçons, on le met chez les filles, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, il vous a quand même conduit. Même s'il n'est pas vraiment. Il vous a quand même conduit à une victoire, Noah. Ah, Noah nous a conduit, c'est avec lui qu'on a gagné la Fed Cup. Vous êtes très agacé aussi, on va dans le livre, le business glamour, vous dites. C'est-à-dire vous êtes agacé par le fait qu'au fond les sponsors mettent plus d'argent sur une joueuse de tennis qui n'a rien gagné mais qui est très jolie, plutôt que sur quelqu'un qui est moins joli mais qui gagne des tournois. Oui, tout à fait. J'aime pas tellement ça. Je trouve que c'est bien pour le tennis d'avoir des joueuses sexy. C'est plus sympa de voir jouer une joueuse qui est bien faite, qui est mignonne. Mais il ne faut pas non plus oublier le résultat, le jeu, le tennis, quoi. Ouais, mais pour les hommes, on n'a pas la même réaction. Même quand ils sont moches, on les supporte quand même. Ah non, tout à fait, c'est vrai. On ne regarde pas ça chez les hommes. Alors, est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher d'avoir au fond un peu d'amertume? Parce que vous avez tellement ramé pour trouver des sponsors, vous êtes battu et vous avez obtenu le Gaz de France, tout un tas de choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'once d'amertume dans ce livre? Non, pas du tout. Je crois que, par exemple, j'ai jamais trop voulu me médiatiser avant parce que le tennis passait, le tennis passait avant, le jeu. Je voulais tellement atteindre mon but d'être dans les meilleurs mondiales. Aujourd'hui, je suis 5e mondiale. Bon, ben voilà, je passe à autre chose. J'ai envie de plus me médiatiser. Alors, vous parlez également de dopage dans ce livre Les Dessous du tennis féminin. Vous qualifiez de monstrueuses certaines athlètes américaines parce qu'elles en prennent un maximum de créatine ou d'autres produits masquants.
Disons qu'aux États-Unis, vous avez les produits en vente libre, donc oui, c'est plus facile. Ça fait partie un petit peu de l'éducation sportive chez eux, alors que chez nous, c'est pas pareil. Marie-Georges Buffet se bat énormément aujourd'hui pour le dopage. Elle fait un travail extraordinaire, c'est pas évident. Et moi, j'adore ce qu'elle fait, je trouve ça bien. Et alors qu'aux États-Unis, tout est en vente libre. Mais vous en avez vu circuler, vous, dans les produits? Oui. Ils sont en vente libre. Vous allez dans je dirais une pharmacie, c'est pas vraiment une pharmacie. Je dirais dans un magasin de vitamines, vous avez la Mais dans les vestiaires, vous voyez des filles qui en prennent? Non, on voit quand même pas ça. Ça, on n'est pas là. Est-ce qu'au fond, ce milieu que vous aimez, à lequel vous avez donné des années, vous n'êtes pas en train de l'égratigner un peu fort? Non, j'essaye de me battre justement pour qu'il reste sain. Oui. Alors, vous avez à la fin de ce livre des commandements. Et alors, vous dites mes 11 commandements, et je vais lire le deuxième commandement, ne pas faire ce dont on a envie, mais ce que l'on doit. Et alors je me suis dit, mais alors vous avez jamais pris de plaisir dans ce que vous avez fait? Ah si, j'ai pris énormément de plaisir. Aujourd'hui, je me fais énormément plaisir sur un cours, je voyage, je vois du pays, c'est quand même une très belle vie. Parce que vous avez quelquefois l'impression, en lisant ce livre, que vous avez l'impression de ne pas avoir été assez aimé, au fond, en étant pourtant l'une des meilleures championnes françaises. Comme je dis tout à l'heure, c'est peut-être aussi un petit peu de ma faute parce que j'ai pas été assez médiatisée, j'ai peut-être mal communiqué. Oui. Et là, vous le faites bigrement. Voilà. Merci beaucoup. Vous faites à Moscou, j'espère que tout se passera bien. Je voudrais aussi signaler ce livre qui est publié en partenariat avec le ministère de Jeunesse et Sport. Vous parliez de Marie-Georges Buffet. Le sport, elles en parlent. C'est beaucoup de championnes comme vous, championnes de haute compétition, qui parlent de sport et des difficultés qu'elles ont face à un monde d'hommes, très souvent. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'actualité concernant les violences la nuit dernière et les tensions toujours très fortes à Lille dans les quartiers sud entre jeunes et police de proximité depuis la mort d'un homme de 25 ans tué par un policier. Riyad Amlaoui, le jeune homme tué dans la nuit de samedi dimanche, sera inhumé jeudi en Algérie. La météo, ce sera avec Isabelle Martinez, suivi du deuxième épisode de la trilogie de Marcel Pagnol avec Roger Hanin. Ce soir, ce sera Fanny. À 22h25, La vie à l'endroit, présenté par Mireille Dumas. Thème les coulisses de la gloire, ça vous intéressera. Le dernier journal de la rédaction, c'était à 0h25 avec Eve Mettet. Puis à 0h50, un nouveau magazine sur France 2, Futur antérieur, présenté par Albert Duroy, avec un thème Avec Poutine, quelle Russie. Demain à 13h, vous trouverez Carole Gessler et Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir. Merci.